Édouard Stern est un grand banquier français et notamment un ami de Nicolas Sarkozy. Mais en 2005, il va être retrouvé mort dans son appartement. La scène de crime était extrêmement étrange car Édouard a été retrouvé entièrement habillé de latex. C'est à partir de là que tous les regards vont se tourner vers cet homme d'affaires qui connaissait d'ailleurs beaucoup d'ennemis. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Édouard Stern, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une assez grosse histoire. Une grosse histoire qui a pas mal de théories, notamment des théories du complot. Alors vous allez voir dans cette vidéo, je me focalise sur une seule ligne directrice parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur cette affaire qui parlent de tout ce qui est complot. Moi ici, je me suis concentrée sur les décisions de justice et ce qui s'est normalement passé. Vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs ramifications dans cette affaire. Alors peut-être que je pourrai en faire une autre vidéo plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, on va se concentrer sur la mort d'Édouard Stern. Aussi, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Aussi, si vous avez envie et les moyens, vous pouvez faire un don à la chaîne via mon compte YouTube ou via les thanks et merci sous la vidéo. Bon, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous. Édouard Stern est né le 18 octobre 1954 à Paris, en France. Il a grandi dans l'une des familles les plus riches de France. Son père était Antoine-Jean Élie Stern et sa maman était Christiane Laroche et les deux étaient banquiers et propriétaires d'une maison d'investissement privée appelée la Banque Stern. En grandissant, Édouard a lui aussi étudié à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris et a fait une carrière de banquier et a été très haut placé en France. Il fut rapidement une personne très riche avec un entourage très important. Pour vous donner un exemple, en 2005, Édouard était un très bon ami de Nicolas Sarkozy qui deviendra d'ailleurs président français. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'âge adulte, Édouard va se lier à son oncle et ensemble, ils vont virer le père d'Édouard de la Banque Stern et Édouard va alors créer son propre fonds d'investissement. Il faut se dire qu'Édouard n'était pas spécialement une personne extrêmement célèbre, mais à l'époque, il était un peu connu dans l'univers de la finance en France. D'ailleurs, il était le 38e dans la liste des citoyens les plus riches de France. Évidemment, on se doute qu'Édouard n'était pas un saint et d'ailleurs en 2004, il a été pris dans un procès pour fausse comptabilité et malversation. Donc on se rend compte que Édouard fraudait et qu'il avait l'air assez prêt à tout pour avoir de l'argent. Au niveau personnel, Édouard s'était marié avec Béatrice David Weil et avec elle, il va avoir 3 enfants. Mais en 1998, ils vont divorcer et son ex-femme et ses enfants sont partis vivre à New York. Entre 1997 et 2000, Édouard fréquentera une autre femme, Julia Lemigova, avec qui il aura un enfant qu'il ne reconnaîtra jamais. D'ailleurs, cet enfant était finalement mort en 2002 et la mort de cet enfant reste suspecte et peut-être qu'il aurait été intoxiqué au Valium, mais tout ça reste flou. En fait, la mort de cet enfant est une autre affaire criminelle en soi dont je pourrais vous dédier une vidéo en entier. Donc c'est ça dont je vous parlais, cette ramification, ça aussi ça reste très flou, ça peut être lié de près ou de loin à sa mort, suivant quelques théories du complot, mais ici c'est pas la direction où va prendre la vidéo, mais si vous avez envie que je vous parle de la mort de son enfant qu'il n'a jamais reconnu, je peux vous faire une autre vidéo, ça a l'air vraiment assez dingue ce qui s'est passé, donc voilà, c'est comme vous avez envie, je peux faire ça un petit peu plus tard. Mis à part ça, ce qui va rendre Édouard réellement célèbre, c'est sa fin tragique. En fait, le 1er mars 2005, l'une des employées d'Édouard est souffrante et elle ne veut pas se rendre à l'appartement d'Édouard pour nettoyer, donc là elle se repose chez elle. Je précise qu'à ce moment-là, Édouard habitait à Genève en Suisse, au 5e étage d'un bloc d'appartements de luxe. Mais voilà, cette femme de ménage, alors qu'elle est chez elle, en plein milieu de la journée, elle va recevoir l'appel d'un des collaborateurs d'Édouard. En fait, elle va répondre et le collaborateur s'inquiète un petit peu pour Édouard et va demander à la femme de ménage si elle peut quand même aller voir à l'appartement parce qu'Édouard a loupé la réunion, ça ne lui ressemble pas, ils n'arrivent pas à le contacter. Donc voilà, leur unique espoir, c'est la femme de ménage vu qu'elle a un double des clés.
Elle va donc se rendre à l'appartement et arrivée sur place, elle va se rendre compte que la porte est fermée à double tour, mais que l'alarme de l'appartement n'est pas enclenchée, ce qui est étrange. De plus, en pénétrant dans l'appartement, la femme de ménage va retrouver le téléphone d'Edouard posé comme ça, et en plus dessus, il y avait 28 appels en absence, donc c'était quand même très bizarre. Les 3 collaborateurs d'Edouard vont aussi pénétrer dans l'appartement, et les 3 vont finalement pénétrer dans la chambre d'Edouard. C'est là qu'ils vont faire la terrible découverte de leur collaborateur mort sur le sol dans une situation très étrange. Tous vont appeler la police et les secours arriveront sur place à 14h56 précise. Sachant qu'Edouard était mort et sans doute assassiné, les enquêteurs vont aussi arriver sur les lieux. Et c'est là qu'ils vont noter l'étrangeté de la scène de crime. Sur le sol, des vêtements d'hommes étaient éparpillés. Une chaise de Louis XV était renversée et Édouard était couché au sol sur le flanc gauche. Mais voilà, il était entièrement habillé de la tête aux pieds d'une combinaison en latex couleur chair. Il s'agissait en fait d'une combinaison utilisée pour des jeux érotiques. Dans l'appartement, aucune infraction n'a été trouvée, pas de vol a été signalé. Par contre, les enquêteurs trouveront 4 armes à feu qui étaient enfermées sous clé dans une des penderies. De plus, des objets sexuels ont été retrouvés, ça pouvait être des sextoys ou des revues sexuelles ou même des films. Quand on s'est un petit peu plus penché sur tous ces objets, on a clairement pu voir qu'Edouard avait de gros penchants pour le sadomasochisme, donc le fait qu'on les retrouvait avec cette combinaison sur lui, eh bien, tout ça était assez plausible. Évidemment, quand les policiers ont vu ce genre de scène, ils ont cru dans un premier temps que peut-être c'était un meurtre qui avait été maquillé, mais c'est vrai que plus on fouillait l'appartement d'Edouard, plus on se rendait compte qu'il avait vraiment de gros penchants pour ce genre de pratiques sexuelles et que donc la scène paraissait totalement véridique. L'immeuble en entier sera ensuite fouillé et dans l'un des sous-sols, on y retrouvera une 50aine d'armes à feu. À partir de là, les enquêteurs ont compris que quelque chose de bizarre se passait à cet endroit-là et ce quelque chose était sans doute lié de près ou de loin à la mort d'Edouard. Mis à part ça, son corps sera emmené auprès d'un médecin légiste et c'est là qu'on aura la confirmation qu'on était bien face à un meurtre. Edouard avait reçu 4 balles d'un calibre de 9 mm. Il en avait reçu 2 dans la tête et 2 dans la poitrine. De plus, le médecin légiste se rendra compte que Edouard avait un sextoys en lui. Alors, une enquête va évidemment commencer et on peut se rendre compte que les enquêteurs sont vraiment mis sous pression parce que c'est vrai que Edouard n'est pas n'importe qui. Sa mort fera la une de toute la presse en France et en Suisse, car il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le cas d'un Français assassiné à l'étranger, ici la Suisse. Cette particularité fera d'ailleurs de la mort d'Edouard une vraie affaire d'État. De plus, rappelons-nous qu'il était très ami avec Nicolas Sarkozy, donc on peut se douter que lui aussi a fait pression sur la police. Tout ça à travers les interviews, les médias, et c'était fait pour que l'enquête, le meurtre, soit résolu plus vite. Au niveau de l'enquête, ça a été compliqué au début parce que on n'avait pas vraiment de premières preuves et il y avait tellement de personnes qui en voulaient à Edward Stern qu'en vrai, le meurtrier pouvait être n'importe qui. Alors d'abord, on s'est dit peut-être qu'il peut s'agir de la mafia russe. Mais il y a aussi eu plein de spéculations, de rumeurs dans la population. Certains ont pensé que c'était un coup des francs-maçons, que les francs-maçons s'étaient retournés contre lui pour l'assassiner. D'autres ont dit que c'était des agents du service secret français qui l'avaient assassiné. Donc vraiment, il y a eu plein de théories du complot. C'est de ça dont je vous parlais. Mais nous, on va se diriger vers la théorie qui a été beaucoup plus plausible et celle qui a donc été choisie par les enquêteurs. En fait, rapidement, les enquêteurs vont se dire que peut-être le coupable faisait partie de l'entourage d'Edouard pour la simple et bonne raison que l'alarme de l'appartement n'avait pas été déclenchée et que la porte était fermée à double tour. D'ailleurs, on sait que dans l'appartement, il y avait 7 doubles des clés. Or, les enquêteurs ont fouillé un petit peu partout et ils en ont trouvé que 6. Ça voulait dire que le meurtrier avait refermé derrière lui et sans doute avec le 7e double des clés. Mais ce n'est pas tout, les enquêteurs vont aussi regarder les images de caméras de surveillance qui donnent sur le parking de l'immeuble le jour où Edouard a été assassiné. Ils apercevront alors une femme blonde sortir du garage à 21h15. Elle avait ensuite pris la voiture et elle était repartie, mais heureusement, grâce à la caméra de surveillance, on a pu voir l'immatriculation de la voiture et donc ça a été assez facile de la retrouver.
En parallèle, les policiers se penchaient un petit peu sur la vie intime d'Edouard et posaient pas mal de questions à ses proches. On va se rendre compte qu'Edouard avait une vie et une sexualité assez ouvertes. Par exemple, on apprendra qu'Edouard avait de nombreuses petites amies, mais il était aussi bisexuel et avait un petit ami. De plus, il était réputé pour être un amateur du sadomasochisme. D'ailleurs, il avait parmi ses amantes une certaine Cécile Brossard, qui avait 40 ans et qui était prostituée et qui exerçait dans ce genre de pratique. Le plus pertinent ici, c'est que Cécile pouvait correspondre à la description physique de la femme aperçue sur les caméras de surveillance. De plus, la voiture correspondait. Pour vous parler un peu d'elle, Édouard et Cécile se connaissent depuis 2001. Au moment du meurtre, cela faisait donc 4 ans qu'ils vivaient une relation qualifiée de passionnée et pleine de chantage émotionnel. Les deux étaient devenus très proches et c'était une relation assez puissante entre deux et on va apprendre qu'Édouard lui avait justement confié une clé de son appartement. Avec cette information, on comprend donc que c'était assez sérieux entre deux, mais on apprend aussi que la 7e clé, c'est elle qui l'avait. D'ailleurs, en interrogeant les proches, on apprendra que leur relation était très explosive et d'ailleurs récemment, ils avaient eu une très grosse dispute. La dispute concernait 1 million d'euros. En fait, Édouard avait gagné 1 million et les avait offerts à Cécile. Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, il est revenu sur sa décision et il a demandé à Cécile de lui rendre ces 1 million d'euros. Ce que Cécile n'a pas vraiment compris, elle a été très fâchée et donc ça a créé une très grosse dispute. Mis à part ça, il faut savoir que pendant toute cette enquête, Cécile n'était plus en Suisse, elle est partie en Australie. D'ailleurs, pendant son périple, la demi-sœur d'Édouard, Fabienne, va téléphoner à Cécile pour justement lui annoncer la mort d'Édouard. Fabienne ne suspectait absolument pas Cécile, qui d'ailleurs va se mettre dans un état pas possible quand elle va apprendre la mort de son amant. D'ailleurs, Cécile dira à Fabienne qu'elle va prendre le premier avion pour rentrer en Suisse parce qu'elle a besoin d'être auprès du corps pour commencer son deuil. Arrivée en Suisse, Cécile va rentrer dans son appartement qui se situe près de la ville de Montreux. Là-bas, elle vit avec un de ses amis qui s'appelle Xavier. Elle va passer, disons, une journée, quelques heures sans se faire remarquer et puis, le 5 mars, elle va appeler le juge en charge de l'affaire pour lui dire qu'elle veut témoigner. La police va alors accueillir Cécile, mais lorsqu'ils l'interrogent, ils sont tous déjà presque convaincus qu'elle est l'auteur du meurtre. Par contre, Cécile, de son côté, va absolument tout nier et comme il n'y a pas vraiment de preuves formelles contre elle, elle va pouvoir être libérée juste après l'interrogatoire. Elle aura donc simplement témoigné en disant qui elle était et en racontant le lien qu'elle avait avec Édouard. Le lendemain, donc le 6 mars, un ami de Cécile va lui faire rencontrer un avocat. Je précise qu'à ce moment-là, tout son entourage la croit innocente. Si on lui présente son avocat, c'est juste pour la rassurer et pour l'aider au cas où, à un moment donné, elle serait suspectée. L'avocat va alors la rencontrer et il va être assez étonné de voir Cécile en pleurs, hors d'elle-même et elle savait pas vraiment quoi penser de la situation, elle était totalement perdue. Elle explique que selon elle, la police commence à la suspecter et que ça la rend très triste et très inquiète car elle a perdu l'homme de sa vie. Mais voilà, le 15 mars 2005, donc seulement 14 jours après le meurtre, Cécile va être arrêtée et sera incarcérée. Le juge avait à présent assez de preuves contre elle et d'ailleurs ce fut grâce à un ami de Cécile qu'on a pu avoir la preuve ultime de sa culpabilité. En fait, l'ami de Cécile a été interrogé par la police et là il va expliquer que le jour du meurtre, Cécile s'était rendue dans l'appartement pour voir justement Édouard et qu'elle l'aurait trouvé inconscient, mort sur le sol de sa chambre et que par peur, elle serait partie et qu'ensuite elle aurait appelé cet ami en question pour lui raconter. Elle aurait dit à cet ami qu'elle a donc vu Édouard mort sur le sol de sa chambre et tué par balle. Mais c'est cette information, donc le tué par balle, qui va éveiller l'esprit des policiers. En fait, quand la police a découvert le corps d'Édouard quand ils sont arrivés sur les lieux, eux-mêmes n'ont pas pu voir qu'il avait été tué par balle parce que le latex de la combinaison s'était comme refermé à cause de la chaleur, donc les trous causés par l'impact des balles étaient refermés, on ne les voyait pas. Donc, à part le coupable, personne ne pouvait savoir qu'il avait été tué par balle, à part aussi les gens qui, justement, avaient pratiqué l'autopsie.
Le fait que Cécile connaisse cette information ne veut alors dire qu'une seule chose, c'est bel et bien elle, l'assassin. Une fois en prison, les policiers vont alors lui expliquer tout ce qu'ils ont contre elle. Et là, Cécile va prendre la décision d'avouer. Elle va leur expliquer que le meurtre avait eu lieu le 28 février 2008. Ce jour-là, elle était arrivée à l'appartement d'Edouard à peu près à 19h30 et Edouard n'était pas là mais elle avait les clés donc elle avait pu rentrer chez lui. Edouard l'avait ensuite rejoint quelques minutes plus tard. En arrivant à l'appartement, Edouard était comme un peu paniqué parce qu'il avait oublié son arme et donc ça va aussi faire paniquer Cécile. Il faut savoir que comme je vous l'ai dit à ce moment-là, Edouard a énormément d'ennemis et donc il porte toujours une arme sur lui pour pouvoir se défendre parce qu'il a peur que la mafia l'attaque ou voilà n'importe qui. Donc il a toujours son arme et ça Cécile le sait. Mais voilà, Edouard va rassurer Cécile en lui disant écoute ne t'inquiète pas, j'ai une penderie où il y a 4 armes à feu et du coup si tu veux on va en prendre une, comme ça on se rassure si quelqu'un voulait pénétrer dans la maison ou quoi que ce soit. J'ai une arme chargée à côté de moi. Donc les deux vont aller jusqu'à la penderie où il y avait les armes, ouvrir l'armoire et justement Edouard va montrer à Cécile qu'il a rechargé certaines des armes. Après ça, les deux vont discuter normalement, mais au bout d'un moment, une dispute va de nouveau se relancer à propos du million d'euros qu'Edouard veut récupérer. Edouard de son côté n'a plus vraiment envie de se disputer et donc il va essayer de calmer les choses et il va proposer à Cécile d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cécile va accepter et comme à leur habitude, avant la relation sexuelle, ils vont tous les deux s'habiller entièrement de latex. Il va y avoir une sorte de jeu érotique entre deux et à ce moment-là, Edouard était assis sur une chaise et devant lui, il y avait donc Cécile. Mais à un moment donné, Edouard va lui dire ça. 1 million, c'est cher payé pour une pute. Et là, suite à cette phrase qu'on appellera une phrase gâchette, tout va se bousculer dans la tête de Cécile. Elle va alors se mettre dans une colère noire, elle se sent totalement méprisée et elle n'en peut plus de subir ce genre de situation parce qu'il faut savoir que ça arrive assez souvent. Mais bon, elle va quand même rester très calme, ça va pas vraiment se voir qu'elle bouillonne à l'intérieur et elle va alors se rendre jusqu'au dressing, prendre une des armes appartenant à Edouard et puis elle va revenir dans la chambre, le contourner et sans qu'il s'en rende compte, elle va lui tirer une balle dans la tête, mais il ne décédera pas. Edouard va alors se lever de sa chaise, il est à moitié conscient, et selon Cécile, il bouge un petit peu comme un corps désarticulé. Cécile va alors réussir à lui tirer dessus encore 3 fois avant qu'il s'effondre au sol. Mais voilà pour l'anecdote, un peu glauque d'ailleurs. Cécile se rappelle que lorsqu'elle a vu Edouard avec une balle dans la tête mais toujours à moitié conscient, elle s'est rappelée des séances de chasse qu'elle pratiquait avec lui en Afrique du Sud. Donc je pense pas que cette chasse était totalement légale. Elle se rappelait quand il tirait sur des animaux et qu'elle les voyait décéder dans d'atroces souffrances. Et donc elle a comme comparé Edouard à ces animaux et c'est pour ça qu'elle a retiré sur lui comme pour abréger ses souffrances. Après le meurtre, Cécile se débarrassera de l'arme du crime ainsi que de quelques objets qui pouvaient la relier au meurtre dans un cours d'eau et puis elle prendra le train. À la base, elle devait prendre un train pour Rome mais elle se trompera et prendra le train régional. Elle arrivera alors à Villeneuve et prendra un taxi. Le taximan se rappelle d'elle en pleurs et elle lui demandera de rattraper son train mais il n'y arrivera pas. Au bout d'un moment, sachant qu'il ne rattrapera jamais le train, le taximan et Cécile vont décider d'aller ensemble jusqu'en Italie. Donc ça a vraiment été une très très grosse course, le taxi l'a amené jusqu'en Italie. D'ailleurs, une fois arrivée à la douane en Italie, Cécile dira qu'elle n'a rien, aucun papier d'identité, qu'elle a justement oublié son sac dans le train où elle s'était trompée et donc que là, elle ne sait rien leur montrer pour prouver son identité. Le taximan trouvera évidemment ça bizarre, mais il était loin d'imaginer ce qu'il se passait réellement. Finalement, il déposera Cécile à l'aéroport de Milan vers 4h du matin. L'aéroport était fermé à cette heure-là et Cécile a commencé à s'énerver. Elle donnera des coups de pied dans la porte de l'aéroport et le taximan essayera de venir la calmer. À ce moment-là, Cécile dira une phrase au taximan, phrase qu'il ne comprendra pas directement, mais elle lui dira « Vous allez être connu ». Et aujourd'hui, il comprend évidemment pourquoi. Finalement, quelques heures plus tard, le lendemain, Cécile avait pris un vol pour l'Australie
Et puis la suite, vous la connaissez. Grâce à ce témoignage, l'histoire a enfin été plus claire et les policiers auront finalement résolu l'affaire de la mort d'Edward Stern. Le procès de Cécile aura alors lieu 4 ans plus tard, le temps de vérifier tout ce qu'elle avait dit, et il se déroulera du 10 au 18 juin 2009 devant la cour d'assises de Genève. L'accusation insistera alors énormément sur la dispute autour du million d'euros. Ici, le but était de montrer que Cécile avait assassiné Edward pour l'argent et non à cause d'un ras-le-bol, à cause du mépris qu'elle avait ressenti face aux insultes d'Edward. En fait, l'objet du procès a réellement été de comprendre l'objet du crime. Est-ce qu'on était sur un crime passionnel ou bien un crime frauduleux dans le but de garder ce million d'euros? Mais au procès, Cécile est vraiment apparue comme une petite femme sans défense qui n'arrêtait pas de demander pardon. Elle disait que son acte était horrible, elle demandait pardon à la famille, elle n'a jamais essayé de récolter de l'argent par-ci ou par-là, donc on a eu difficile à croire qu'elle avait vraiment fait ça simplement pour l'argent. Au final, Cécile Brossard a été reconnue coupable du meurtre et a été condamnée à 8 ans et demi de prison. Il faut savoir que le jury a souligné le caractère particulièrement lâche du geste de Cécile. Par contre, ils reconnaîtront quand même qu'elle avait beaucoup souffert dans sa vie, qu'elle avait eu une vie vraiment compliquée, une enfance difficile et qu'évidemment la relation avec Edward était très compliquée, limite malsaine. En tout cas, au procès, le geste de Cécile n'a pas été vu comme un geste calculé. Mais voilà, comme Cécile avait déjà purgé 4 ans de prison avant son procès, et comme elle s'était bien comportée en prison et avait fini par avouer son crime, elle a finalement été libérée sous condition 1 an après son procès en novembre 2010. Aujourd'hui, l'affaire est extrêmement connue, il existe d'ailleurs le livre Sévère de Régis Geoffrey, qui est vraiment bien, et d'ailleurs, un film a même été adapté du bouquin. Le film est sorti en 2013 et s'appelle Une histoire d'amour, je vous le conseille vraiment, et les 2 acteurs principaux sont vraiment dingues, il s'agit de Benoît Poelvoorde et de Laetitia Casta. Le film se penche vraiment sur l'histoire d'amour en elle-même et ici, même si c'est romancé, on explore vraiment l'intensité de la relation entre Edward et Cécile et on se rend vraiment bien compte qu'on n'était pas face à une petite amourette. Ici dans cette vidéo, j'ai pas été dans la théorie du complot, mais il en existe. Certains disent que Cécile n'a pas vraiment tué Edward pour son propre compte. Elle aurait pu le tuer pour quelqu'un d'autre et c'est vrai qu'il est décédé à un moment où beaucoup de gens voulaient sa mort. On pense aussi que sa mort pourrait être liée à ce fils qu'il n'a jamais voulu reconnaître et qui est d'ailleurs mort après d'une façon assez étrange. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de théories, je ne sais pas, peut-être que je ferai une vidéo 2 sur le sujet. On verra bien. Après, moi, j'aime beaucoup moins aller dans les théories. Je préfère rester assez terre à terre. Mais pourquoi pas? Mais bon, comme je vous le dis, ça reste des théories. Et si on se penche sur la vie de Cécile, on se rend bien compte qu'elle était capable de commettre ce geste toute seule. En fait, sa relation avec Edward ne pouvait pas vraiment se finir bien. Cécile n'allait pas bien au moment des faits et elle avait plusieurs fois voulu rompre, pris des médicaments pour en finir avec sa vie. Et c'était vraiment une situation compliquée pour elle. Et je trouve ça donc plausible le fait qu'elle ait agi seule sans être poussée par qui que ce soit. En tout cas, chacun son avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un différent du mien. Et voilà, j'espère en tout cas que l'histoire vous aura intéressé. Et puis comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir, ça aide énormément mon travail. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bye!